Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'être là à ce webinaire pour vous présenter des faits saillants en lien avec le conflit travail-famille puis l'expérience parentale. Des données qui sont en grande partie issues de l'enquête Aide-parents au Québec, une enquête qui a été faite par l'Institut de la statistique du Québec et financée par le ministère de la Famille, qui d'ailleurs, nous aussi, nous a octroyé du financement pour contribuer au rayonnement et à l'appropriation des données de cette enquête-là. Moi, je suis Julie Guilbeault-Cournoyer, je suis agente aux communications et marketing pour Concilivy et le réseau pour un Québec, et le réseau pour un Québec famille, notre organisme mère. Je suis accompagnée de ma collègue Gabrielle Gouin, qui est conseillère au Sous Concilivy, avec qui j'ai travaillé de concert pour vraiment éplucher l'enquête puis vous choisir nos données saillantes concernant l'enquête Aide-parents au Québec. Donc, pour vous faire un petit tour d'horizon de ce qu'on a pour vous ce midi, on va vous présenter d'abord qui on est chez Concilivy, puis ensuite quelques éléments clés, puis des choses à garder en tête concernant la méthodologie et la composition de l'échantillon de l'enquête. Puis ensuite, on va vraiment plonger dans les données concernant la conciliation famille-travail, puis ses effets sur l'expérience parentale. Puis on va mettre aussi en parallèle avec certaines données qu'on a du côté de Concilivy, qu'on collige, nous, de notre bord, chaque année, un sondage auprès des employés ayant des responsabilités familiales ainsi que des employeurs. Puis nos parents, ayant des responsabilités familiales, donc autant les parents, mais aussi nous, ça inclut les proches aidants du côté de nos données. Et puis on reviendra à la fin avec une période de questions. Donc, tout au long de la présentation, quand vous avez des questions, soit techniques ou de contenu, n'hésitez pas à les poser sur le module questions-réponses Q&A ou bien via le chat. Puis on les reviendra à la fin, parce que c'est des questions techniques. On a une collègue qui est en support avec nous pour vous répondre au fur et à mesure. Donc, allez-y, on va revenir à la fin pour des questions au niveau du contenu. Puis, vous n'aurez pas accès au PowerPoint suite au webinaire. Par contre, c'est enregistré, donc vous aurez accès à la rediffusion de l'activité. Et puis, de notre côté, concernant l'enquête en soi, on travaille pour produire une infographie avec les faits saillants qui sera diffusée par contre un peu plus tard, d'ici quelques semaines. On est en train de faire le montage, finaliser, faire approuver le tout. Donc, dès que ce sera prêt, on pourra vous envoyer. Donc, on pourra vous envoyer l'infographie avec les faits saillants concernant l'enquête. Donc, je passe la balle à ma collègue Gabrielle qui va vous présenter d'abord qui nous sommes chez Concilivy. Oui, merci Julie. Bonjour à tous, bien contente de vous savoir parmi nous ce midi. Et bon appétit à ceux qui sont en train de manger. Donc, en fait, pour se présenter un peu, nous sommes Concilivy. Notre objectif premier est de soutenir les employeurs dans l'implantation de mesures de conciliation famille-travail qui sont adaptées à la réalité actuelle du marché du travail et aux besoins des employés. On se démarque par notre vocation à but non lucratif et par notre vision globale de toutes les sphères de l'écosystème de la CFT, soit la famille, le marché du travail, la collectivité, le gouvernement. Pour ce qui est de nos origines, on est une initiative du réseau pour un Québec famille, qui est un OBNL qui regroupe des organismes nationaux soucieux du bien-être des familles. En fait, c'est lors du sommet de la famille qui a lieu en 2018 qu'un enjeu criant des familles a été nommé, soit la conciliation famille-travail. Et c'est pour adresser ce besoin et cette préoccupation que le réseau a lancé en 2019 son initiative Concilivy. Concilivy se scinde en fait en deux volets. Tout d'abord, on a une démarche d'accompagnement. Donc, on soutient les organisations qui souhaitent mettre en place des mesures de CFT ou mettre en valeur leurs mesures de CFT actuelles. Et donc, dans le cadre de notre accompagnement, on supporte ces organisations-là et ça mène à une certification qui est le SAU Concilivy, qui vient reconnaître les bonnes pratiques. Puis, on a également un centre d'expertise qui, lui, est voué à la recherche, à la sensibilisation et à l'innovation concernant la conciliation famille-travail. Au niveau de nos activités, si on regarde un peu plus précisément, on a trois principales stratégies d'action.
à savoir la recherche et le développement, qui se traduit par exemple par nos sondages annuels qui sont réalisés auprès des employés et des employeurs. On a également le volet accompagnement, comme je le mentionnais un peu plus tôt, qui mène à l'obtention du saut Concilivie. Puis, on a également une stratégie de transfert de connaissances qui, elle, s'orchestre par le biais de formations, de webinaires, de conférences, par la création de nombreux outils que vous pouvez retrouver sur notre site web, mais également de blogs et d'infolettres. Puis tout ça, ça se fait vraiment dans un esprit de collaboration avec différents partenaires, que ce soit des chercheurs, des organisations ou des grands acteurs du monde du travail. Puis, en parallèle à tout ça, on a également des grands projets qui sont présentement en cours et qui ont vraiment une approche transversale, donc qui touchent nos 3 axes. Et ces projets, en fait, là, sont des consultations sectorielles dans le secteur manufacturier, dans le secteur du commerce du détail et également un projet de conciliation proche aidance et travail. Et ces 3 projets, en fait, là, nous permettent, entre autres, d'acquérir plus de connaissances sur ces enjeux et ces secteurs qui ont leur propre réalité, mais qui nous permettent également de parfaire nos connaissances et d'accompagner les organisations. On pourra vous donner un petit peu plus de détails là, à ce sujet au cours de la présentation et aussi à la toute fin, suite au webinaire, en fait, quand on vous transférera diverses informations. Sinon, j'ai une petite précision à vous apporter pour faciliter votre compréhension des données que l'on va vous communiquer aujourd'hui dans le cadre du webinaire. On va aborder la CFT, qui est la conciliation famille-travail et qui fait référence à la recherche d'équilibre entre la famille et le travail. Quand on nomme la CFT, en fait, là, c'est que la famille est l'élément prioritaire et que c'est la famille qui peut avoir un impact sur le travail. Donc, c'est vraiment famille vers travail. Par contre, dans le cadre des données, on va également présenter la notion de conflit travail-famille. Dans ce cas-ci, la relation est dans un sens inverse. Donc, c'est le travail qui vient interférer sur la famille et non le contraire. Donc, tout simplement là, à garder en tête tout au long des données. Donc, je vais maintenant repasser la parole à Julie pour parler de l'enquête Être parent au Québec. Merci, Gabrielle. Donc, avant de rentrer vraiment dans les faits saillants de l'enquête et le sujet, je vais vous parler tout d'abord quelques faits concernant la méthodologie, la composition de l'échantillon pour les communs des mortels, un peu comme même moi, avant de commencer à travailler sur ce projet-là, j'ai pas tout le temps la main sur ce genre de publication-là, ce genre d'enquête-là. C'est juste pour vous aider à avoir une bonne compréhension de tout ça, à qui on a parlé, dans le fond, quand on a fait le sondage, le sondage a été fait auprès des parents. Donc, donc tout d'abord, pour participer à l'enquête, les parents devaient avoir au moins un enfant âgé de 6 entre 6 mois à 18 ans, qu'il soit biologique ou adoptif, puis dont ils ont la garde au moins 14% du temps. Ça veut dire environ 4 jours par mois. Donc, ça a donné lieu, donc, 19 127 parents qui ont répondu, 9 000 pères et environ 10 000 mères, donc un peu plus de mères que de pères. Et sur ces parents-là, il y en a 79% qui avaient un ou deux enfants, le reste en ont 3 ou plus. Puis, on a été chercher les participants via le fichier d'inscription des personnes assurées de la RAMQ. Donc, c'est ça. Donc, le fichier de la RAMQ. Et puis, les données, dans le fond, c'est une analyse qu'on appelle bivariée. Donc, c'est des variables, c'est une variable qui a été mise en corrélation avec une autre. Donc, on compare vraiment deux données. Donc, c'est pour faire un exemple très simple. Donc, si je dis que les habitants de la Côte-Nord sont en plus forte proportion à manger des bananes que ceux habitant en Estrie,
Ça ne veut pas dire que parce que les gens habitent la Côte-Nord qu'ils aiment plus les bananes que ceux en Estrie. Il n'y a pas de relation de causalité. Donc, on vient simplement souligner, même d'ailleurs, toutes les données qui vont être présentées ici, ça va être ceux qui ont des écarts significatifs entre deux groupes. Donc, dans le domaine de la statistique, ça veut dire, quand on dit qu'il est significatif, ça veut dire qu'il est improbable que ce soit produit par hasard. Donc, il y a vraiment, le chiffre ne va pas tout le temps être grand, il ne va pas toujours avoir une grande différence entre les deux chiffres, mais il y a quelque chose qui n'est pas laissé au hasard ici. Donc, pour revenir à mon exemple de banane, on peut dire, OK, qu'est-ce qui peut faire que les gens de la Côte-Nord mangent plus de bananes? Donc, il y a plus de cité. On va dire, qu'est-ce qui pourrait contribuer à ça? Ça va vraiment pour alimenter notre réflexion. Donc, est-ce que c'est parce que parmi toute la variété de fruits, c'est celui qui est rarement backorder à l'épicerie, ou c'est parce que la population a un fort déficit de potassium en Côte-Nord, ou les Côte-Nordiens aiment plus le jaune? On ne le sait pas. Donc, des fois, ça va demander d'autres études pour aller plus loin ou faire d'autres croisements avec d'autres données dans une enquête pour arriver à faire des conclusions plus précises. Donc, c'est juste pour vous expliquer un peu ça. On met deux données en relation, mais il n'y a pas un qui est la faute de l'autre ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment, ça permet de stimuler les réflexions. Donc, voilà, c'est tout pour mon exemple de banane. Et puis, donc, des éléments vraiment à garder en tête pour l'interprétation des résultats. Dans les parents qui sont exclus de l'enquête, il y avait ceux d'enfants de seulement de 0 à 6 mois ou des 18 ans et plus. Et puis, étant donné que c'est via les personnes assurées de la RAMQ, donc ça exclut des personnes non assurées, par exemple ceux sans résidence permanente ou n'ayant pas renouvelé leur RAMQ. Et puis, comme mentionné précédemment, il y avait un petit peu moins de pères que de mères qui ont participé à l'enquête, mais aussi des familles monoparentales qui sont moins nombreuses à avoir participé. Au niveau de l'enquête, on avait la proportion, c'était qu'il y avait 17 de familles monoparentales, mais si on se fait des données de la Fédération des associations des familles monoparentales et recomposées, c'est plutôt, on devrait plutôt avoir un 23 de familles monoparentales au Québec. Donc, il y a une différence à ce niveau-là. Et puis, l'enquête a été menée au début de l'année 2022, donc les résultats peuvent avoir été influencés par le contexte de la COVID également. Donc, maintenant, on va passer dans les faits saillants de l'enquête, dans le crunch. Donc, en premier, on peut voir qu'il y a 90 environ 9 parents sur 10 en emploi, dont il y en a une forte majorité qui sont salariés, puis un 14 qui sont à leur compte, donc à la pige, en travail autonome ou en entrepreneuriat. Puis aussi, la proportion de parents en emploi est plus élevée chez les pères que chez les mères, même si on tient juste uniquement compte des parents qui ont des enfants âgés de plus de 2 ans. Puis, les raisons évoquées pour ceux qui ne sont pas en emploi, il y avait par exemple, il y en a qui sont aux études, en congé parental, qui sont parents à la maison par choix aussi. C'est une plus grande proportion de femmes que d'hommes qui le sont. Ensuite, il y en a qui sont à la recherche d'un emploi, prestataires de l'aide sociale ou à la retraite. Parce que c'est les pères qui sont en plus forte proportion que les mères à être à la retraite parmi les répondants. Puis, la proportion de parents d'emploi qui travaillent à leur compte est aussi plus élevée chez les pères que chez les mères, et les parents n'ayant aucun diplôme. Petite information complémentaire. Si on regarde ensuite l'horaire, donc on a des horaires de travail usuels ou atypiques. Usuels, on parle des personnes qui travaillent généralement entre 6 heures le matin et 6 heures le soir environ. Puis ça, c'est quand même une bonne proportion des parents qui disent avoir un horaire usuel, mais il y en a 29 qui déclarent avoir un horaire de travail atypique. Pardon. Donc, la proportion de parents qui ont un horaire atypique, elle est plus élevée chez les pères que les mères. Les parents âgés de moins de 30 ans, ceux nés à l'extérieur du Canada et les parents qui n'ont aucun diplôme. Puis, je tiens à souligner aussi quand même que les parents de familles monoparentales, il y en a environ 28 des familles monoparentales qui ont un horaire de travail atypique quand même. Donc, puis je vous rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, dans le module Q&A, questions-réponses. On y reviendra plus tard. Donc, on poursuit. Ensuite, au niveau du télétravail, travailler de la maison. On se rappelle la collecte qui a eu lieu début 2022, donc il devait y avoir un confinement, je ne me souviens plus exactement, il devait y avoir un confinement à ce moment-là, donc ça peut avoir influencé quand même les données. C'est environ 2 parents sur 5 qui travaillent à la maison sur une base régulière, donc c'est la question, c'est même si ce n'est que quelques heures par semaine, donc quand même avec une fréquence souvent, mais le nombre d'heures variait. Puis la proportion était plus élevée chez les mères, les parents détenant un diplôme de niveau universitaire,
Puis, donc, ça baisse selon le niveau de diplôme, aller jusqu'à 10 ceux qui sont sans diplôme. Et puis, les parents âgés de 30 à 39 ans par rapport à ceux qui ont moins de 30 ans. Donc, c'est ce que c'est pour le télétravail. Ensuite, au niveau du nombre d'heures travaillées par semaine, c'est quand même la majorité des parents, 61 qui travaillent la semaine normale, entre 35 et 40 heures. Puis, c'est quand même un parent sur 4, 25 qui disent travailler plus de 40 heures par semaine. Cette proportion-là est plus élevée. D'ailleurs, je veux dire souvent en proportion, c'est je dirais, le thème récurrent dans cette chose. Donc, la proportion de parents qui travaillent plus de 40 heures par semaine est plus élevée chez les parents âgés de 50 ans ou plus. Ceux nés au Canada versus ceux nés à l'étranger. Les parents n'ayant aucun diplôme comparativement à ceux de niveau secondaire ou collégial. Et puis, les parents dont le plus jeune enfant est âgé de 12 à 17 ans. On peut faire le lien ici avec les parents âgés de 50 ans ou plus, puis ceux âgés de 12 à 17 ans. Plus les parents sont élevés, plus ils ont de chances d'avoir un enfant plus vieux aussi. Donc, ça peut être relié quand même de ce côté-là. Puis, on a posé une question aux parents sur le niveau de leur satisfaction du nombre d'heures travaillées. Les pères étaient en général plus satisfaits du nombre d'heures qu'ils travaillaient, tandis que les femmes étaient plus nombreuses à vouloir travailler moins d'heures, qui voulaient travailler moins, même si elles étaient quand même moins nombreuses à travailler plus de 40 heures par semaine. Puis il y a également ceux qui avaient, les parents qui n'ayant aucun diplôme, ils sont plus susceptibles de vouloir faire plus d'heures, même s'ils travaillent en plus grande proportion à plus de 40 heures par semaine. Mais ils sont aussi plus nombreux à avoir un revenu plus faible, donc ça peut peut-être expliquer la raison pourquoi ils souhaiteraient quand même faire plus d'heures pour pouvoir pallier un manque de revenus. Puis, on a une autre information complémentaire. Il y a quand même un parent monoparental sur 5, environ 21 qui travaillent plus de 40 heures par semaine. Puis, la proportion est plus élevée chez les pères que chez les mères pour ceux-là. On poursuit. Ensuite, au niveau des vacances annuelles et congés payés, je vais sortir, je vais essayer de faire ça. Petite question pour vous qui va apparaître à l'écran. Je vais essayer de faire ça. C'est la première fois que je le fais. Attendez, ça. Je pose. OK. D'abord, une petite question. Donc, la question, c'est combien de jours vous pensez en moyenne que les parents s'absentent, les parents d'enfants de 0,5 ans? On est allé avec la proportion avec les humains qui ne savent pas se moucher tout seuls. Mais combien de jours en moyenne vous pensez que les parents d'enfants de 0,5 ans s'absentent par année selon Statistique Canada? Je vais laisser quelques secondes pour voir les données rentrer. Ça se stabilise tranquillement. Donc, je vais faire ça. Donc, voici les réponses que vous avez mises. Donc, il y avait une bonne proportion à 32 qui disent 15 jours ou plus, 23 pour 12 jours, 10 jours, un peu moins pour ça. La réponse, en fait, c'est en moyenne, c'est 12 jours quand même. Puis c'est 9 jours du côté des pères et 17 du côté des mères. Donc, ça, c'est pour juste la gestion des microbes, les rendez-vous. Merci de votre participation d'ailleurs à mon petit sondage. J'étais vraiment énervée d'utiliser cette fonction-là. Donc, c'est ça. En plus des congés et des rendez-vous et tout ça, il y a quand même les périodes de vacances, surtout pour les enfants d'âge scolaire, qui est à considérer. Si on parle des 2 semaines aux fêtes, la semaine de relâche qu'on vient de passer, puis ensuite, il y a les 8 semaines de congés à l'été. Puis, bien qu'il y ait des camps de jour qui soient disponibles, il y en a certains qui ont dû, à faute de personnel, il y a des semaines qui ne sont pas couvertes. Souvent, c'est la dernière semaine avant le début d'année scolaire, parce que les étudiants au collégial, et eux, reprennent la session plus tôt. Donc, il y a quand même des semaines qui ne sont pas couvertes tout le temps par les camps de jour, faute de personnel. Puis ça, en plus, c'est quand on conjugue avec les congés de garderie. Personnellement, moi, ma plus vieille est à l'école, donc elle a les congés scolaires. Puis mes 2 autres sont dans un milieu familial subventionné. Elle apprend 2 à Noël, la relâche et 5 semaines à continuer l'été. Donc, c'est toute la belle gestion. On fait beaucoup aller notre réseau notre réseau, les grands-parents, pour pouvoir pallier avec nos vacances. Donc, la preuve, ça prend quand même un accès à des congés rémunérés, puis potentiellement aussi d'autres mesures comme pouvoir mettre du temps en banque ou bénéficier d'un réseau proche pour pouvoir soutenir sans couper substantiellement dans ses revenus. Puis, on a aussi qu'au niveau de l'enquête, on n'a pas beaucoup la lunette, je dirais, proche aidante dans les résultats. Ça veut dire qu'on s'adresse principalement aux parents, mais on peut penser qu'il y a des parents en plus qui conjuguent avec le rôle de proche aidant. Donc,
Est-ce qu'ils s'occupent d'un conjoint avec une incapacité ou ils ont un enfant à besoin particulier? Est-ce qu'ils prennent soin d'un parent vieillissant ou quelque chose dans leur entourage? Donc, ça peut rajouter à des besoins de mesure outre que s'occuper de leurs propres enfants. Donc, si on revient, excusez-moi, aux vacances annuelles et aux congés, donc, au niveau des données, on a un parent sur 5 qui affirme avoir droit à 5 semaines ou plus de vacances. Puis, si on il y a beaucoup de statistiques, il y en a 12 qui disent avoir droit à moins de 10 jours de vacances. Là, je tiens à dire que tout d'abord qu'au niveau d'un sondage, on mesure la perception, donc on ne sont pas allés mesurer, vérifier exactement. C'est pas un audit pour vérifier si vraiment c'est vraiment ce qui était réel au niveau de leur organisation. Donc, c'est vraiment dans leur perception des vacances et des congés payés. Donc, pour ceux qui disent avoir moins de 10 jours de vacances par année, c'est plus fort chez les parents qui n'ont aucun diplôme, qui sont nés à l'extérieur du Canada, les mères, ensuite les parents dont le plus jeune enfant est âgé de 0 à 5 ans et ceux âgés de moins de 30 ans. Donc, excusez-moi, là, c'est les vacances, je suis perdue un petit peu dans mes notes. Donc, voilà, c'est ça. Ensuite, au niveau des congés, c'est un parent sur 4 qui dit avoir accès à 10 jours de congés payés et plus par année. Puis, c'est quand même un 16 qui disent avoir aucun jour de maladie payé, c'est en plus forte proportion chez les parents sans diplôme de moins de 30 ans et dont le plus jeune enfant est âgé de 0 à 5 ans. On a toutefois, comme vous le savez sûrement, la loi sur les normes du travail prévoit 2 jours de congés rémunérés après 3 mois de service continu à temps plein et 2 semaines de vacances rémunérées après 1 an de service à temps plein aussi. Puis, en plus, le niveau des semaines, ça augmente en fait avec l'ancienneté. Donc, c'est quand même logique que je vois au niveau de l'âge, disons les moins de 30 ans qui disent avoir moins de 10 jours de vacances par année. Ça peut bien, moins d'expérience, plus jeune, moins d'expérience, ça tourne quand même sous le sens. Par contre, au niveau des congés, on se dit, OK, c'est quoi les autres facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte? C'est peut-être une certaine proportion qui ont un nouvel emploi aussi. Ça peut être aussi dans les données qu'on a du côté de Concilivy, puis aussi les raisons qui sont évoquées pour ne pas avoir utilisé de mesures, qu'on verra des mesures de conciliation famille-travail, qu'on verra plus loin. Ça nous amène quand même à penser qu'il existe peut-être une mauvaise compréhension ou peut-être manque de communication au niveau des mesures en place chez certains parents dans certaines organisations. Donc, on mesure aussi la perception. Donc, dans leur vue à eux, c'est ce à quoi ils ont accès. Donc, c'est ça. On dit peut-être qu'il y a une mauvaise compréhension. Si ça se traduit quand même dans nos données du côté de Concilivy, on pourra vous en parler un peu plus tard au niveau de la mécompréhension des mesures de conciliation famille-travail. Puis ensuite, il y a d'autres mesures qui ont été mesurées au niveau de l'enquête. Il y a tout d'abord l'horaire flexible. C'est quand même environ un parent sur 2 qui l'utilise, puis un parent sur 3 qui n'y a pas accès. Au niveau de la banque de temps, utilisé un petit peu moins, un 43 tandis que 36 qui n'y ont pas accès, comme un gros tiers. Puis ensuite, on a l'aménagement et la réduction du temps de travail, presque un parent sur 5 qui l'utilise, tandis que près de la moitié qui n'y ont pas accès. Celle-ci, personnellement, je la trouve peut-être un peu redondante avec l'horaire flexible parce que, du moins pour nous, l'horaire flexible, c'est de l'aménagement du temps de travail. Donc, ça peut peut-être être peut-être confondant un peu au niveau de la question, mais bon, ça, c'est ce qu'on a accès, c'est ce qu'on y a donné. Mais c'est ma petite précision par rapport à ça. Puis, après, ils ont été compilés. Il y a combien de mesures qui ont été utilisées? Puis, on parle vraiment des 3 qu'on a mentionnés précédemment et non pas, on n'inclut pas les vacances, les congés, le télétravail. Donc, on parle vraiment de l'horaire flexible, de la banque de temps, puis de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. C'est quand même le tiers des parents salariés qui disent utiliser 2 ou 3 des mesures qui ont été mentionnées, puis il y en a un autre tiers, le 32 qui n'utilise aucune des 3 mesures. C'est presque pareil, tiers par tiers au niveau d'utilisation entre 2, 3, une mesure ou aucune. Puis la proportion de parents qui disent utiliser aucune mesure est plus forte chez les parents n'ayant aucun diplôme, ceux qui sont nés à l'extérieur du Canada, ainsi que les mères versus les pères. Donc, on se penche ensuite sur les raisons pour les personnes qui n'utilisent aucune mesure, les raisons pour lesquelles ils disent ne pas les utiliser.
la première qui est évoquée en plus forte proportion, à 61 c'est que la nature de leur travail, l'horaire ne leur permet pas. Ça, c'est vraiment un gros cheval de bataille qu'on a, nous, chez Concilivi. Il y a une grande variété de mesures de conciliation famille-travail qui existent. C'est possible dans tous les secteurs. C'est pas chaque mesure qui est possible dans tout, mais il y a quand même quelque chose, il y a quand même possibilité de faire quelque chose pour permettre une certaine, je veux dire, flexibilité. Mais bref, il y a une grande variété de mesures puis c'est possible d'en appliquer dans tous les secteurs. C'est d'ailleurs ce qu'on cherche à travailler avec notre projet, avec notre consultation sectorielle, notre projet de recherche-action dans le secteur manufacturier, de même que celui qui est le commerce de détail, deux milieux où c'est peut-être plus difficile. On ne peut pas mettre du télétravail sur une chaîne de montage, des choses comme ça. Donc, on vient vraiment on vient prendre le pouls des gens du milieu pour après ça les accompagner, les faire discuter entre eux, trouver des solutions, puis après ça, développer des outils pour venir sensibiliser ces milieux-là, pour dire voici ce qui est capable de faire, voici ce qui est possible de faire, puis on accompagne certaines organisations dans le processus pour obtenir en même temps le saut qu'on suivi. Donc, on pourra, si jamais vous êtes une organisation de ces deux milieux-là, on cherche présentement les organisations pour faire partie de nos projets de recherche-action. Donc, si ça vous intéresse, on va vous envoyer les liens suite à l'activité courant de la journée, peut-être demain matin. Donc, si je reviens à les moutons, pardon, petite parenthèse de projet. Donc, la deuxième mesure, la deuxième raison en importance à 31 c'est que les gens se débrouillent par d'autres moyens. Donc, c'est peut-être en partie des parents qui ont vraiment la chance d'avoir un bon réseau de soutien pour les aider. Ensuite, c'est au niveau du revenu. Donc, il y aurait une baisse de revenus si jamais il y avait accès. Donc, c'était moins de congés ou autre. Donc, c'est vraiment au niveau du revenu l'enjeu. Sinon, il y en a qui disent qu'ils n'en ont pas besoin. Donc, il y a en plus forte proportion chez les pères que chez les mères. Ensuite, il y en a qui ont peur du jugement de leurs supérieurs et de leurs collègues. D'ailleurs, c'est au niveau de la pression sociale, les amis, les collègues, c'est la troisième source de pression en importance d'après l'enquête. En deuxième position, c'est les médias sociaux. Et puis en première, les autres membres de la famille. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on veut travailler sur l'ouverture pour essayer d'être bien reçu, puis d'essayer d'atténuer cette raison-là au niveau du jugement des supérieurs, des collègues. Dans les autres raisons, il y a autres et les gens qui craignent ne pas avoir de promotion s'ils font appel aux mesures. Ensuite, le conflit travail-famille. Donc, on y arrive. Donc, pour évaluer le niveau de conflit travail-famille, les parents ils viennent donner leur niveau d'accord sur certains énoncés. Environ le quart des parents étaient d'accord le quart en moyenne pour dire que voici les divers énoncés. Il y en avait qui disaient que mon travail interfère sur mes activités familiales plus que je voudrais. Ça m'empêche de contribuer à part égale aux responsabilités parentales et aux tâches ménagères. Il y en a qui doivent rater des activités familiales en raison de leur travail ou qui sont trop épuisés pour y participer après une journée ou même épuisés physiquement ou épuisés émotionnellement pour s'impliquer au niveau de leur famille. Ou il y en a qui, en raison de la pression, sont trop stressés après une journée de travail pour faire les choses qu'ils aiment. Donc, ça, c'est la définition de la définition. Comment ils ont mesuré le conflit travail-famille de niveau soit faible jusqu'à élevé, donc sur leur échelle. Donc, c'est un peu plus que la moitié, 50 des parents en emploi, que le conflit est considéré comme faible, qui est quand même chouette, on va se le dire. Puis, un parent d'emploi sur 5, 19 qui vit un conflit élevé, par contre. Cette proportion-là est plus élevée déjà. Plus le nombre d'heures travaillées est élevé par semaine, plus ça tend à augmenter. Ça va être aussi en plus forte proportion, notamment, justement, on le voit chez ceux qui travaillent de 40 à 49 heures ou 50 heures ou plus par semaine, que ceux qui en font moins de 30 heures. Il y a ceux qui ont un horaire atypique également. Et puis, ceux qui ne travaillent pas à la maison sur une base régulière et ceux qui n'ont utilisé aucune mesure de CFT. On n'avait pas beaucoup de caractéristiques des parents eux-mêmes, exemple les plus diplômés, ceux qui ont tant d'enfants ou tel âge. C'est vraiment plus au niveau des caractéristiques d'emploi que les écarts significatifs étaient les plus marquants. Puis, c'est ça, voilà. Puis sinon, à part de ça, on se rappelle quand même que certains types de parents, certaines caractéristiques des parents qui étaient associées à certaines caractéristiques d'emploi qui s'attribuent un peu plus. On pense par exemple à ceux qui travaillaient, on se mémoire, ceux qui travaillaient plus que 40 heures par semaine, c'était ceux qui avaient 50 ans, davantage en proportion, ceux qui avaient 50 ans et plus, ceux qui étaient nés au Canada, qui n'avaient pas de diplôme,
et dont le plus jeune enfant était un adolescent de 12 à 17 ans. Ceux qui avaient un horaire atypique étaient en plus forte proportion des pères, des parents de moins de 30 ans, nés à l'extérieur du Canada, et ceux sans diplôme. Et puis, ceux qui n'ont utilisé aucune mesure de CFT, c'était ceux entre plus forte proportion, sans diplôme, nés à l'extérieur du Canada, ainsi que les mères. Je n'ai pas les données, par exemple, pour ceux qui ne travaillent pas à la maison, j'avais juste ceux qui travaillent. C'est assez plein, je pense qu'on va, on va passer à notre appel par la suite. Donc, c'est ça. Tant qu'on on n'avait pas accès dans le rapport, du moins au croisement direct entre, entre tout ça, puis on n'avait pas certaines. C'est ça, exactement. Je vais m'arrêter là, je pense, je vais juste m'enfoncer, puis j'avais juste être moins clair. Donc, voilà pour le conflit travail-famille. Et puis ensuite, quand on regarde au niveau de l'expérience parentale, ça, c'est vraiment 4 aspects de l'expérience parentale qui ont été mesurés dans l'enquête, qui ont été croisés aussi avec les différents chapitres quand on parlait de l'exemple de santé des parents, de la gestion des écrans, il y avait la conciliation famille-travail, le milieu de vie. En tout cas, il y avait vraiment, chaque chapitre était ensuite croisé par l'expérience parentale. C'était les 4 aspects. Il y avait tout d'abord le stress parental qui a été mesuré en 10 aspects. Il y en a quelques-uns ici. Prendre soin de mes enfants me donne parfois plus de temps et d'énergie que j'ai à donner. Je me demande si j'en fais assez pour mes enfants. Mes enfants sont ma principale source de stress dans la vie, où il est difficile pour moi de trouver un équilibre entre mes différentes responsabilités. Par la suite, on avait les défis liés au rôle parental qu'on va appeler par la suite la gestion parentale. Donc ça, c'est juste été mesuré auprès des parents qui ont des enfants entre 2 à 17 ans, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu, vous verrez un peu plus tard dans la vie au niveau de la garderie, de l'école. Donc, on exclut ceux qui étaient entre 6 mois et les parents uniquement entre 6 mois et 2 ans, dont le plus jeune, excusez-moi. Puis, donc, au niveau de la communication avec leurs enfants, de la discipline et de l'encadrement, l'utilisation des écrans, suivi des travaux scolaires, etc., etc. Le troisième aspect, c'est le rythme de la vie quotidienne. Ça, c'est le rythme qui est en soi peu exigeant jusqu'à très exigeant. Donc, est-ce que j'ai souvent l'impression de courir toute la journée? Est-ce qu'arrivé à l'heure du souper, je suis trop épuisée j'étais physiquement épuisée? Est-ce que j'ai suffisamment de temps d'avoir du temps pour moi? Est-ce que je pense que je consacre assez de temps à mes enfants? Donc, ça, c'est au niveau du rythme de la vie quotidienne. Et puis, la pression qui s'impose des parents, ça, c'est est-ce qu'ils s'en imposent jamais après souvent? Donc, la pression vraiment envers eux-mêmes et leur perception de leur rôle parental. Donc, si on regarde ces 4 aspects-là vis-à-vis des caractéristiques d'emploi qu'on a vues plus tôt, on voit qu'au niveau des parents dont le stress parental est plus élevé, il y en a une plus forte proportion d'abord qui n'ont pas d'emploi versus qui en ont un. On peut penser à des gens qui sont aux études, à la recherche d'un emploi, qui sont en congé parental, à la retraite. C'est peut-être d'autres éléments qui viennent contribuer à leur stress. Ça peut être juste, exemple, certains qui peuvent dans certaines précarités financières, elles-mêmes génèrent du stress. Donc, déjà, ceux qui n'ont pas d'emploi sont en plus forte proportion à avoir un stress parental plus élevé. Il y a aussi les personnes salariées versus à leur compte, celles qui ont un horaire atypique versus usuel, celles qui n'utilisent aucune mesure de CFT contre celles qui en utilisent 2 ou 3, et ceux qui ont un conflit de travail-famille élevé. Ensuite, au niveau de ceux qui ont une gestion parentale plus difficile, il y a tout d'abord ceux qui sont en plus forte proportion les salariés versus à leur compte, ceux qui travaillent à la maison sur une base régulière. On se rappelle les personnes qui travaillent à la maison sur une base régulière, ce sont les mères, en plus forte proportion les mères, les personnes qui ont un diplôme universitaire, ainsi que les parents âgés de 30 à 39 ans. Il y a aussi ceux qui ont un conflit travail-famille élevé. Puis, troisième aspect, le rythme de la vie. Donc, ceux qui ont un rythme de vie considéré comme exigeant, d'abord ceux qui ont un emploi contre ceux qui n'en ont pas, ceux qui travaillent plus de 40 heures par semaine contre ceux qui travaillent moins de 30 heures, 35 heures plutôt, excusez-moi. Ceux qui travaillent de la maison sur une base régulière, ceux qui n'utilisent aucune mesure de CFT, et puis ceux qui ont un conflit travail-famille élevé. Et puis, en tout dernier, ceux qui ont tendance, les parents, à s'imposer très souvent de la pression, c'est ceux qui travaillent plus de 40 heures par semaine contre ceux qui travaillent une semaine normale, ceux qui travaillent de la maison sur une base régulière et ceux qui ont un conflit travail-famille élevé. Donc, ça, on peut voir un pattern, ceux qui ont un conflit travail-famille élevé, quand même, expérience parentale qui est quand même en plus forte proportion plus difficile. Puis, on peut aller
on peut aller plus loin, voir, OK, qui ont de manière générale, ont un stress parental plus élevé, est-ce qu'ils se retrouvent dans certaines caractéristiques d'enfants, mais franchement, ça semblait vraiment très confondant, mélangeant. Fait que bon, je vais m'arrêter ici. Puis si vous voulez aller plus loin, il y a le rapport complet qui est disponible. Puis si vous avez certaines questions, on peut aussi essayer de répondre au meilleur, au meilleur de mes connaissances. Après avoir vu cette Bible-là, je la tête très, très pleine de données. Je peux en shooter quelques-unes de plus. Mais disons, pour l'instant, c'est ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui par rapport à l'enquête. Puis, finalement, même s'il y a plusieurs mesures, si un parent a plusieurs mesures de conciliation famille-travail auxquelles il a accès, puis qu'il y a un conflit travail-famille faible, ça ne veut pas dire que la conciliation est quand même pas une source de stress pour les parents. C'est ce qu'on souhaite mettre en parallèle d'ailleurs avec nos données de côté de Concilivi. Je passe d'ailleurs la balle à ma collègue Gabrielle pour présenter quelques données de nos données pour venir appuyer ce qu'on a vu précédemment. Ton micro est fermé, Gabrielle. Merci, Julie, pour ce portrait fort complet de l'enquête fort pertinente également. Donc, oui, pour faire du pouce sur ce que tu mentionnes, en fait, quand on regarde la CFT des parents et des proches aidants en emploi, on peut constater que 59 pardon, des parents et proches aidants en emploi disent que la CFT est une source de stress pour eux. Puis également, 59 des parents et proches aidants en emploi disent qu'il est facile pour eux de concilier famille et travail la plupart du temps. Donc, c'est ça. J'interviens ici par rapport à ce tableau-là. C'est moi qui le fais, je le comprends bien. Donc, c'est ça. Ça vient un peu comprendre. En fond, on voulait regarder, OK, pour ceux pour qui c'est facile de concilier famille-travail, est-ce que ça enlève complètement le stress? On peut voir ceux chez qui qui disaient qu'avoir une conciliation famille-travail était plus facile. Il y a quand même 82 pour qui la CFE, à ce moment-là, n'est pas une source de stress, donc vraiment une forte proportion. Mais il reste quand même un 44 qui disent que oui, c'est une source de stress, malgré que ce soit facile. Puis si on regarde ceux qui mentionnent que c'est difficile, c'est un 55 un peu plus élevé que ceux pour qui c'est facile, un 55 qui disent que la CFT est une source de stress, mais ça baisse nettement, par exemple, pour ceux qui disent que ce n'est pas une source de stress, pour qui c'est difficile. Donc, on voit vraiment que le fait pour qui c'est facile de concilier, il y a quand même une bonne proportion chez qui ça ne devient pas une source de stress, mais ça l'est quand même pour une bonne partie, une forte proportion de parents, malgré que ce soit facile. Donc, c'est pas parce que c'est facile que c'est pas une source de stress. mm-hmm. On peut essayer de dire, grosso modo, avec ce petit tableau-là. Donc, je te laisse la suite pour Oui. Puis, ben, en fait, on peut poursuivre avec le concept de conciliation proche aidance et travail. On va faire une petite parenthèse sur ce sujet qui est fort important et qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre réalité actuelle. Surtout que la proche aidance, en fait, peut prendre plusieurs visages, puisque d'emblée, on pense souvent à l'accompagnement de personnes en perte d'autonomie, plus âgées, mais par contre, la proche aidance peut se traduire au sein d'un couple, peu importe l'âge des parents, l'incapacité aussi qui mène à la relation de proche aidance peut être temporaire ou permanente. Ça peut être aussi le fait de prendre soin d'un enfant à besoins particuliers. Donc, puis il y a aussi, là, bien évidemment, les parents qui se retrouvent souvent coincés entre des parents qui sont entre leurs propres parents qui sont vieillissants et leurs enfants qui sont jeunes et nécessitent beaucoup de soins. Donc, c'est ici qu'on parle de la génération sandwich qui gagne beaucoup là, en proportion depuis quelques années.
Puis, également, là, par rapport à la notion de proche aidance, on peut penser aussi, comme je mentionnais tantôt, que ça peut être d'aider, ses parents qui sont vieillissants. Par contre, ça va bien au-delà de ça. On peut être, là, présent en soutien, en support à un membre de sa famille, que ce soit sa famille très proche ou plutôt, élargie. Mais on peut également, soutenir, un ami ou un voisin. Donc, il n'y a pas nécessairement, besoin qu'il y ait un lien de sang dans la relation pour qu'il y ait une relation, de proche aidance. Puis, pour ce qui est du support en tant que tel, lui aussi peut se décliner en différents volets. Donc, ça peut être, du soutien, émotionnel, psychologique, de l'aide, au transport, aux travaux domestiques, à l'entretien de la maison. Ça peut être, du soutien pour, aller à la banque ou avec les transactions, bancaires, le paiement des comptes en général ou, de l'aide dans les obligations légales ou la participation sociale. Donc, ça vise vraiment là, un large spectre d'activités. Puis, tout ça nous amène en fait là, à nommer ou à constater qu'il y a il y a une grande méconnaissance actuellement par rapport à l'approche aidance et même les personnes qui occupent ce rôle-là pour leurs proches. Parfois, ont eux-mêmes de la difficulté à s'auto-identifier à cette réalité-là. Donc, je ne sais pas si pendant que je vous parle aujourd'hui, vous vous reconnaissez dans certains éléments que je vous ai nommés. Hem, il y a matière à réflexion là, définitivement, par rapport à tout ça. Puis si on y va avec, quelques statistiques, selon un sondage qui date de 2003, de l'appui, pardon, pour les proches aidants, il y avait quand même 35 de la population, de 18 ans et plus, qui s'est désignée comme étant, qui a été déterminée comme étant proche aidante. 57 des proches aidants en emploi estiment que la CFT est pour eux une source de stress, importante. Puis, cette source de stress-là est plus importante, pour les personnes proches aidantes en emploi qui ont un ou des enfants mineurs. Donc, quand on parlait de la génération sandwich, un peu plus tôt, mais également pour les personnes proches aidantes, de leurs, propres enfants, mineurs, donc à 67. Également, près du tiers, des personnes, proches aidantes ne se sentent pas légitimes d'utiliser les mesures de CFT, disponibles au sein de leur organisation pour se prévaloir de leurs responsabilités, pour s'acquitter plutôt de leurs responsabilités de proches aidants. Il y a également 39 qui perçoivent que les mesures de CFT offertes par leur employeur ne sont pas accessibles pour eux, que ces mesures de CFT sont disponibles seulement pour les parents. Donc, c'est hyper important et essentiel de se sensibiliser à cette réalité-là qui prend, de plus en plus d'ampleur, pour les employés. C'est important aussi de sensibiliser les gestionnaires à cette, réalité. Puis, c'est d'ailleurs, ce qui vient, entre autres, expliquer, justifier, notre projet actuel, qui traite, de la conciliation proche aidance et travail. Donc dans le cadre de ce projet-là, en fait, on accompagne, les organisations à venir, mieux définir leur offre, en termes, de soutien aux personnes proches aidantes et ça permet là d'obtenir un accompagnement gratuit, de la part de nous, Concilivie et à terme là d'obtenir, un saut. Il y a plus encore dans l'implication et dans les retombées, mais pour le moment là, je vais m'en tenir à ce niveau de détail, mais encore une fois, si jamais vous avez de l'intérêt, par rapport, à tout cela, on pourra vous transmettre là, un peu plus d'informations, suite, à notre rencontre. Si on poursuit avec, quelques dernières, statistiques en lien avec la conciliation, famille-travail, des parents et proches aidants, qui sont en emploi. Ici, là, on va parler, de nos données Concilivie, qui sont issues, de nos, derniers sondages.
On tenait à mettre en lumière, en fait, là, certaines de nos données d'enquête qui peuvent expliquer là, en partie qu'une certaine proportion de parents disent ne pas avoir de congés payés, comme on le mentionnait un petit peu plus tôt. Parce que, par exemple, selon nos données, on a 66 des employés qui se considèrent bien informés des mesures de CFT qui sont en place au sein de leur organisation, qui est une donnée qui est en baisse depuis 2022, puisqu'en 2022, là, cette proportion se situait à 74. Également, 29 des employés sondés se disent mal informés des mesures offertes. Donc, parfois, les politiques peuvent ne pas être accessibles ou ne pas être communiquées clairement ou suffisamment, ou tout simplement les mesures ne pas être formalisées. Donc, c'est ce qui peut contribuer à ces chiffres. Et donc, justement, quand on parle de mesures formelles, 41 des employés sondés indiquaient avoir accès à des mesures formelles, donnée qui aussi est en baisse depuis 2022. 25 indiquaient avoir accès à des mesures informelles et 30 avoir un heureux mélange des deux. Donc, retrouver autant du formel que de l'informel dans leur quotidien, dans leur réalité organisationnelle. Ces données-là, en fait, démontrent quand même qu'il y a une certaine ouverture, une certaine flexibilité qui est présente au sein des organisations. Mais par contre, quand les mesures ne sont pas formalisées, souvent les employés ne se sentent pas légitimes de se prévaloir de certaines mesures. Donc, c'est pour ça là, qu'on vous encourage, en fait, à légitimer l'utilisation en officialisant, en formalisant les mesures que vous avez à offrir. En ce sens, évidemment, on demeure toujours disponible chez Concilivy pour vous accompagner dans une telle démarche. Euh, Si jamais c'est ce à quoi vous aspirez, ne serait-ce que de justement consigner le tout dans vos politiques déjà à l'interne ou dans vos manuels de conditions d'emploi, ça peut déjà être un grand pas à l'avant parce qu'en fait, encore, selon nos données, l'ouverture de l'employeur quant aux besoins de conciliation famille-travail de ses employés a un immense impact sur la motivation au travail, sur la satisfaction également, tout comme sur la perception générale que les employés ont de leur employeur ou même sur leur propension à rester plus longtemps au sein de leur organisation. Et ces données-là ont toutes été évaluées à du 80 et plus. Donc, tous les employés qui se prévalent qui ont accès à un employeur ouvert ressentent ces bénéfices-là qui sont très significatifs. Et c'est pourquoi aussi c'est non seulement gagnant pour l'employeur, mais ça contribue grandement à faciliter le quotidien des employés et à réduire la possibilité qu'ils vivent un conflit travail-famille élevé. Puis, ultimement, ça ne peut que contribuer à faire en sorte que l'expérience parentale soit bonifiée et améliorée. Pour terminer, on en est rendu là après avoir livré beaucoup de contenu. Merci encore, Julie. Ce que l'on aimerait que vous reteniez à la fin de ce webinaire portant sur l'enquête Être parent au Québec, c'est en fait que certaines caractéristiques d'emploi contribuent davantage à générer un conflit plus élevé, que certains groupes de parents qui sont en plus forte proportion à en être tributaires ou à avoir davantage accès à certaines mesures. Également, un conflit élevé un conflit élevé travail-famille nuit à l'expérience parentale, contribue à augmenter le stress, à faire en sorte que la gestion parentale est plus difficile, que le rythme de vie est plus exigeant,
contribue aussi au fait que les parents vont s'imposer davantage de pression dans leur rôle. Donc, si on peut vous laisser avec quelques petites pistes de réflexion par rapport à tout ça. Puis on ne vous demande pas de nous répondre, là, mais tout simplement à entamer la réflexion par rapport à votre organisation. Qu'est-ce que vous avez en place comme mesure de CFT dans votre organisation, selon les différents types d'emplois ou selon votre réalité organisationnelle? Aussi, est-ce que vous prenez le temps de présenter vos conditions de travail qui sont offertes afin d'assurer une bonne appropriation des mesures, autant par les gestionnaires qu'également par les employés actuels que futurs? Aussi, qu'est-ce que vous pensez que vous pourriez faire dans votre réalité organisationnelle pour contribuer à réduire le conflit que plusieurs employés peuvent ressentir? Puis, finalement, avez-vous consulté vos équipes pour connaître leurs besoins et leurs enjeux? Parce que ultimement, même si on a les meilleures intentions, il peut parfois être difficile de se mettre à la place de l'autre, puis il n'y a rien de mieux qu'une communication franche et l'ouverture du dialogue, avec nos équipes pour, mieux comprendre la réalité et les défis de chacun. Puis, ben, c'est vraiment de cette façon, qu'on peut tous faire partie, de la solution. Merci, Gabrielle. Puis, pour revenir aussi, on va vous envoyer des différentes ressources, des outils pour alimenter votre réflexion. Puis aussi des ressources, même, on a d'ailleurs, je pense, à un répertoire de ressources communautaires gratuites pour aider à la conciliation famille-travail. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment être transféré, envoyé dans votre organisation pour répondre à divers enjeux. Fait que autant, oui, des outils qui peuvent être utiles dans votre organisation que des petites choses pour alimenter votre réflexion par rapport à votre conciliation famille-travail. Puis, comme je l'ai mentionné dans le début, les faits saillants au niveau de l'enquête parents suivront plus tard en avril, dès que ça sera prêt. Puis, pour quand le montage va être terminé, puis tout va être approuvé, je vais pouvoir vous l'envoyer aussi. Mais d'ici là, vous aurez au moins l'enquête complète si ça vous tente d'analyser cette baisse de 350 pages et plus. C'est quand même accessible en ligne. Et puis, on serait rendu à la période de questions. Donc, je vais départager mon écran, puis on va aller voir si on en a quelques-unes au niveau du chat et puis du module questions-réponses. Merci à tous d'avoir été présents. Je sais que c'était très dense, beaucoup de données, mais c'est un mal nécessaire pour vraiment avoir un beau portrait maintenant de la CFT au Québec. Puis, ça permet d'aller alimenter votre réflexion. Donc, si on regarde au niveau des questions, là, je vais ouvrir ça plus grand. C'est un petit peu petit, ma fenêtre. Oui, le sondage sur la proche aidance, où ma collègue a répondu. Donc, il y avait une donnée au niveau de la proportion, je pense que c'est 35% des personnes, des personnes âgées de 18 ans et plus sont proches aidants. Cette donnée-là est vraiment au niveau de l'appui pour les proches aidants. Les autres, par rapport à la CFT, c'est de notre sondage à nous, un groupe qu'on a vraiment scindé par rapport aux proches aidants. On pourra mettre le lien vers le projet à l'interne. Il y a aussi justement certaines données saillantes qui y sont, avec aussi des faits saillants issus de notre dernier sondage par rapport à la réalité des proches aidants. Ensuite, il y avait une question. Horaire flexible, télétravail, merci. Donc, ça fait plaisir. Merci, Oui, merci. présente. Merci, Jacinthe aussi. Donc, est-ce qu'il y avait des choses dans le Q&A? Non, tout est répondu. Notre collègue Annick était là pour répondre à vos questions techniques. Très bonne, c'est génial. Fait que, allez-y, on est encore là, il reste encore 5 minutes. Donc, même, je crois, je vais voir si je peux, s'il y en a qui veulent poser leurs questions à voix haute. Vous pouvez même lever la main, je peux vous donner le droit de parole. Des fois, ça s'exprime mieux à l'oral. Vous pouvez vous redonner les 3 mesures, ou les 3 mesures qui ont été vraiment mesurées dans l'enquête au niveau du nombre de mesures utilisées. C'était l'horaire flexible, la banque de temps, et puis aménagement et réduction du temps de travail. Donc, c'est vraiment ces 3 mesures-là qui ont été colligées après pour dire le nombre de mesures utilisées. Mais il en existe une grande variété de plus. D'ailleurs, je pourrais vous mettre un lien dans la communication suite au webinaire par rapport à on a une grande liste assez riche d'exemples de mesures qui est dans nos 4
différents domaines, l'aménagement du temps du lieu de travail, les congés pour responsabilité familiale, le soutien aux employés et à leur famille, ainsi que l'adaptabilité de l'organisation. Donc, une question pour toi, Gabriel. Votre organisation accompagne les entreprises à s'assurer d'offrir un mieux offrant une meilleure conciliation famille-travail. Tu parlais du taux, Bien en étant conseillère au taux, c'est pas mal ton département. Oui, bien sûr. Donc, ben, effectivement, par le biais de la démarche d'obtention du SAU, on accompagne les organisations dans un premier temps à sonder leurs employés pour connaître les besoins, les enjeux, pour avoir une meilleure idée de leur réalité. Puis, suite à ce sondage, en fait, on accompagne l'organisation à élaborer une charte de conciliation famille-travail qui a pour but, en fait, de répertorier l'ensemble des mesures de CFT qui sont offertes au sein de l'organisation. Mais dans le cadre de l'accompagnement, on est aussi là pour discuter de ce que vous offrez, de discuter des enjeux que vous vivez. On est là pour vous conseiller aussi sur les mesures que vous pourriez peut-être potentiellement mettre en place. Donc, c'est vraiment un accompagnement très spécialisé et très en lien là, avec votre besoin et votre réalité. Et bien, au terme de la démarche, là, vous voyez décerner le sceau Concilivie qui permet d'affirmer haut et fort que vous êtes une entreprise distinctive qui offre des mesures conciliantes au niveau de la CFT. Puis ce que je pourrais rajouter à ça, c'est vraiment notre démarche elle est vraiment inclusive. On part autant avec des gens qui sont déjà assez avancés puis qui veulent, tu sais, juste, tu sais, des fois, souvent mettre l'informel en formel, qui veulent concrétiser tout ça, puis qui souhaitent vraiment se démarquer par des bonnes pratiques qu'ils ont déjà, puis être au diapason avec être sûr qu'ils sont bien au diapason avec les demandes des employés. Mais on part aussi avec des organisations qui sont plus, que la réflexion n'est pas tout à fait atomique. Il n'y a peut-être pas beaucoup de mesures. Fait qu'on part autant avec des gens qui partent de plus loin qu'il y en a qui sont très avancés. C'est vraiment notre démarche s'adapte vraiment à votre réalité. On va être à l'écoute. C'est vraiment à l'écoute des besoins, de ce que vous pouvez faire dans les médias, des choses des fois que ça va être des pistes de réflexion pour plus tard. Donc, c'est vraiment la démarche est d'adapter à votre organisation et aux enjeux de vos employés. Oui. Puis, pour ce qui est des coûts, ben, tu sais, le tout se trouve sur notre site web également. Là. Je ne vais pas nécessairement commencer à nommer les coûts, mais les coûts sont déterminés en fait là, en fonction de la taille de votre organisation. Donc, oui, tout le détail là, se trouve sur notre site. Puis, on a également une question par rapport au milieu syndiqué. Donc, oui, on a également là, des détenteurs qui ont des employés syndiqués. C'est très possible là, de vous accompagner dans cette réalité-là. Même, on en fait dans notre quotidien. Le projet aussi qui porte sur le domaine manufacturier est également très conscientisé ou très au fait là, de cette réalité-là également qui est très présente dans le manufacturier. Donc, oui, on a une expertise aussi à ce niveau pour vous accompagner. Il y avait également une question par rapport à ce qu'il y a des nouvelles tendances, des mesures qu'on a observées. Je dois dire que je n'avais pas eu cette lunette-là en regardant notre données de sondage, mais avec ce qu'on voit aussi avec les articles, je dirais que c'est sûr, la semaine de 4 jours gagne en popularité. Il y en a beaucoup qui l'ont testé, puis ça devient vraiment une formule de plus en plus populaire. Vous avez peut-être pu voir passer avec les nouvelles. Avec les nouvelles, c'est vraiment ça gagne en popularité. Il y a le télétravail, c'est sûr, avec le retour au travail, ça s'est un peu plus stabilisé, mais il y a quand même, il y en a qui vont pour la formule hybride. Puis c'est qu'après ça, il y a beaucoup de données, d'articles plutôt sur est-ce que c'est quoi la meilleure formule, qu'est-ce qui est la plus bénéfique. Puis je dis, nous, on n'a pas mesuré vraiment, on n'est pas à la recherche de la vérité pure, on est plus dans
demandez à vos employés qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui leur convient davantage, parce que c'est ça. Exemple, nous, dans notre cas, on est 100% en télétravail. On se voit au bureau une fois par mois parce qu'on aime ça se voir pour le plaisir ou des fois certaines rencontres qui méritent peut-être plus d'interaction en personne. Mais on est une petite équipe, on a une très belle chimie d'équipe, ça ne nuit pas à notre constat, d'ailleurs, on en a parlé à notre dernière rencontre d'équipe. Notre constat, c'est notre télétravail ne nuit pas à notre mobilisation, ne nuit pas à notre climat d'équipe. Donc, c'est vraiment propre à aussi l'organisation, comment ça fonctionne, la taille aussi. J'aurais du mal à imaginer, exemple, une très grande organisation avec qui il y aurait autant de cohésion entre tous les membres de l'équipe. C'est quasiment impossible, même en présentiel. Donc, c'est vraiment au niveau du télétravail, au niveau de la parfaite formule. Oui, il y a certains effets qui ont été mesurés, mais de notre côté, on est plus dans est-ce que vous y avez accès ou est-ce que vous n'y avez pas accès, à quelle fréquence. Donc, on est plus dans la mesure. Puis, je regardais, exemple, il y avait au niveau de notre dernier sondage en juillet 2023, il y avait ça remontait en proportion au niveau du télétravail à temps partiel. Versus, je regarde, télétravail temps plein, c'était plus fort en 2021, naturellement, ça a rebaissé versus 2023. Donc, ça se stabilise avec, c'est plus la formule hybride qui va apparaître, disons, avec l'essoufflement un petit peu de la pandémie. Puis, je dirais, vite comme ça qui me vient à l'esprit. Gabrielle, avais-tu des éléments à rajouter par rapport à ça? Non, ben, tu as déjà donné une bonne réponse, mais je pense que l'élément le plus important à retenir toutefois dans ta réponse, c'est qu'il n'y a pas de recette magique ou de one size fits all. Désolée pour l'anglicisme, mais la plus belle ou plus innovante mesure au sein d'une organisation peut connaître un succès fulgurant, mais ne pas être utilisée du tout dans l'entreprise voisine si ça ne répond pas aux besoins des employés. Donc, c'est à la base de notre démarche aussi de sonder les employés pour connaître leurs besoins, pour connaître leur réalité. Donc, les mesures les plus innovantes ou qui auront les meilleures retombées seront réellement celles qui répondent aux besoins de vos équipes. Oui, vraiment. Puis, une nouvelle question qui est rentrée, est-ce qu'il y a des subventions pour adhérer, j'imagine, adhérer au SAU? Présentement, on a nos 3 projets que le coût de l'adhésion est inclus dans le projet, donc au niveau du secteur manufacturier, du commerce de détail, ainsi que le projet pour proches aidants de travail. Donc, ça, c'est pour tout secteur. Et puis, c'est juste, ça ne demande pas d'avoir nécessairement des proches aidants dans vos rangs, ou c'est plus vraiment pour dans une optique de sensibilisation à cette réalité-là et de revoir vos politiques pour bonifier, oui, en fonction des besoins de vos employés, mais en ayant la lunette proche aidant. Donc, ça ne demande pas que vous ayez des proches aidants dans vos rangs, ça ne demande pas un secteur en particulier. Donc, ça, c'est nos 3 projets dont l'accompagnement est gratuit pour la première année. Sinon, il y a eu des projets dans le passé, un appel de projet qui était terminé, mais on ne s'est pas renouvelé pour à ce qu'on sache. Donc, mais c'est sûr que nous, si vous vous abonnez à nos pages, aussitôt qu'il y a quelque chose qui arrive en France pour subvention, on le partage absolument. Donc, pour l'instant, je dirais au niveau de l'accompagnement des subventions, on n'est pas relié non plus avec Service Québec. Je sais des fois des trucs RH avec Service Québec qui sont couverts. Le SAU ne l'est pas encore. Mais, c'est ça. Donc, c'est vraiment nos 3 projets pour lesquels l'accompagnement est gratuit pour la première année. Puis, sinon, pas pour l'instant. Mais nos coûts, on est tous nos BNL. Notre but, c'est de sensibiliser. Donc, les coûts sont très, très accessibles selon la taille de votre organisation également. Donc, ça voilà. Fait que je dirais, si vous avez d'autres questions, on a info@concilier.com. On est accessible aussi. Si vous avez des questions, est-ce que comment ça peut fonctionner dans votre organisation plus spécialement? Est-ce que vous êtes admissible à nos différents projets aussi? On est rejoignable, on est bien sympathique pour répondre à toutes vos questions aussi. Donc, je vous inviterai à nous les envoyer par courriel, prendre rendez-vous avec nos conseillères ou aussi nos chargés de projet, tout dépendant pour explorer le tout avec nous si jamais la démarche du SAU vous intéresse. Donc, merci vraiment d'avoir été là avec nous ce midi. On vous souhaite une très belle fin de journée et puis on vous revient un peu plus tard avec un courriel avec plein d'informations encore une fois. On n'y va pas on n'y va pas du dos de la cuillère. Avec le dos de la cuillère, c'est ça Oui. On y va pas dans la modération. Et voilà, dans l'information. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et puis on vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir.